J'ai gardé ma veste parce que c'est indispensable pour le micro. Alors, si vous voulez, nous avons, comme je ne savais pas que j'allais parler en français, j'ai fait mes slides en anglais, donc c'est pas grave. Comme ça, ce sera bilingue pour les Anglais, les anglophones. Mais ici, au Louvre, on va rester dans le patois de Molière, à défaut de passer au patois de Shakespeare. Alors, la question que nous allons traiter, c'est, si vous voulez, là, quelques bouquins rapidement, mais la question que nous allons traiter, au fond, c'est la suivante, en 16 points. Faire un rapport sur à peu près la situation, point 1 à 7, le problème, point 8 à 10, et quelques recommandations, les points à 6. Comme le temps qui m'est imparti est très court, je vais aller vite. Premier point, la découverte d'un nouveau continent, l'Eldorado des externalités positives. Qu'est-ce que c'est qu'une externalité positive? C'est tout simplement un effet qui n'est pas compris dans la somme des parties, et en général, c'est une ressource qui apparaît subitement. Ça s'explique au niveau macroéconomique comme la productivité globale des facteurs, mais ça s'explique chaque fois que vous vous apercevez que la collaboration, la coopération des gens est plus puissante que de les mettre en batterie et de les faire travailler séparément en silos, ça a été dit précédemment. Deuxième chose fondamentale, c'est la découverte que l'interaction humaine, celle qui est permise précisément par l'Internet, est la ressource la plus puissante, ça a été dit ce matin par Chris Anderson. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est évidemment que c'est la capture, l'interaction humaine, ça a toujours existé, mais c'est la capture de cette interaction à travers des traces digitales à cause des métadonnées qui permet effectivement d'avoir découvert cet Eldorado, et évidemment, c'est sur cet Eldorado que les GAFA se sont installés. Alors un autre concept intéressant, c'est celui de la pollinisation. Si je prends l'histoire des abeilles, c'est que si vous voulez, vous pouvez vous intéresser aux abeilles parce qu'elles produisent du miel et de la cire, mais franchement, on a mieux à faire aujourd'hui. Les scientifiques qui s'intéressent aux abeilles, ceux qui s'intéressent à l'environnement, savent que la clé de ce que produisent en valeur économique les abeilles, c'est la pollinisation. Et cette pollinisation, même si elle est menacée aujourd'hui, on peut l'évaluer quand on est l'INRA à simplement 153 fois les 1 milliard que valent la production des abeilles du miel par an, mais on peut l'évaluer, comme moi je le fais, à 790 fois, c'est-à-dire 33% du PIB agricole, qui est 4 fois le PIB mondial, et on peut l'évaluer à leur rôle dans la nature en général, à beaucoup plus, là on arrive à 5000 fois. Alors, c'est un paradigme, c'est une façon de considérer qu'il faut que nous considérions l'activité humaine de la même façon que nous savons maintenant ce que rapporte la pollinisation des abeilles. Autrement dit, c'est l'interaction humaine qui est la clé, et c'est évidemment des dispositifs de Web 2.0 qui sont l'élément crucial, parce que dans un dispositif 1.0, vous êtes là devant une vitrine, vous regardez, vous dites « Ah, c'est beau, ah, c'est pas beau, ah, c'est bien, etc. » Mais vous ne réagissez pas, vous n'êtes pas pris en compte. Si on installe des dispositifs qui permettent de capter vos commentaires, vos réactions, qu'on installe des blogs, qu'on installe surtout maintenant des plateformes, ça a été dit précédemment, vous avez un changement radical. Alors, ça, c'est juste des choses que je vous fais passer sur la métaphore de l'abeille. Regardez ce que donnent les abeilles dans 80% des fruits et légumes qui sont pollinisés par elles. Alors, je pollinise la vie, etc. C'est aussi une des choses importantes parce que nous sommes passés d'un modèle mécanique à un modèle biologique de l'activité. Troisième point, la révolution digitale, la diffusion, a permis la capture de ces externalités, et le capitalisme 2.0 fait émerger quoi? Il fait émerger une capacité de s'intéresser à des choses que l'on ne... Des immatériels, on s'y est intéressé. Mais sur ces immatériels, on crée des droits de propriété. Les brevets, la marque et les droits d'auteur. Mais qu'est-ce qui se passe autour? La coopération, par exemple, la confiance, les croyances, l'audience, la réputation. C'est quoi ça? C'est fondamental.
parce que vous ne pouvez pas, si vous voulez, les réduire à ce que j'appelle faire joujou à la dinette de marché, c'est-à-dire acheter et vendre des droits de propriété, des brevets, etc. C'est beaucoup plus important, si vous voulez collaborer avec une autre entreprise, d'être au courant de ces drapeaux que sont ces signaux de compétence, mais ce qui compte, ce n'est pas le signal de compétence sur des brevets qui sont déjà échus, ou qui sont en train de tomber dans le domaine public à 10 ans, c'est de rentrer en collaboration, en partenariat. Alors, si vous voulez, la définition j'en tire, et ces intangibles, je les appelle les intangibles 2, des immatériels 2, parce que les immatériels 1, c'est simple, mais ce qui ne peut pas être codifié par définition, ou ce qui est très difficilement codifiable, c'est ça que j'appelle des immatériels 2. Jacquard disait, on peut dire à l'ordinateur de dire « je t'aime », mais on ne peut pas lui apprendre à aimer. Eh bien, on sait aussi que l'amour, ça ne se codifie pas. Quand ça se codifie financièrement, vous savez comment ça s'appelle ? Ça s'appelle de la prostitution, ou ça s'appelle un divorce en bonne et due forme. Donc, ma définition du capitalisme cognitif, c'est la forme d'accumulation de moyens matériels et de dispositifs organisationnels servant à capturer, à travers des plateformes Web 2.0, l'interaction de la multitude humaine. Le deuxième âge, et ça a été dit aussi ces 2 jours, nous avons vécu la première ère de la révolution digitale. Mais aujourd'hui, nous en sommes à la deuxième. Pourquoi ? Parce que nous sommes à l'interconnexion des objets qui nous équipent. Nos mains vont être équipées d'objets interconnectés qui émettent des signaux toute la journée, qui émettent du big data. Et il faut bien comprendre que, si vous voulez, ce big data, ça peut être du bruit, et le structurer en sens, c'est ce que font les data scientists ou les data analystes. Quand on passe d'indexer des noms qui sont de simples mots, des ontologies, à de l'intelligence et à de l'intelligence artificielle, on est en train au fond, d'utiliser le big data et N plus 1 exemple, au lieu péniblement de chercher à continuellement trouver des lois qui nous permettent, à partir de quelques exemples d'échantillons, de généraliser. Alors, ces intelligences artificielles, elles s'appellent des machines à apprentissage, car la vraie question, voilà un autre immatériel 2, ça n'est pas la connaissance comme un contenu, c'est la capacité de connaître, d'adapter, de se mettre dans des situations implicites. Alors, ce big data est en train de générer un big chômage et la seconde substitution, à savoir une bonne partie du travail intellectuel. C'est l'automation intellectuelle ou la robotisation intellectuelle. Point 5, ça a été évoqué, on est vraiment aujourd'hui... mon prédécesseur vient d'évoquer R&B, vous avez eu Uber dans un domaine moins terrible du point de vue de l'emploi, mais quand même sérieux puisqu'il a fermé des encyclopédies classiques. Vous avez Wikipédia, et en général, les GAFA font une irruption destructrice, vous n'avez qu'à penser à Amazon, dans le royaume de la création de valeur. Autrement dit, l'immatérialisation se traduit par un immense fossé entre le marché de l'output et le marché virtuel de la pollinisation humaine, et ça marche, c'est extrêmement puissant, et ça va l'être de plus en plus. Alors, point 6, il y a une crise, et c'est là où on en vient à la propriété, c'est que depuis 20 ans, 25-30 ans, on a une crise de tous les mécanismes traditionnels de codification des immatériels 1, c'est-à-dire des droits d'auteur, des droits de marque, des brevets. On a également, si vous voulez, alors comment ça se passe ? Tout simplement, les barrières à la reproduction, le haut débit, le coût marginal zéro de la reproduction de l'information, a supprimé les obstacles à la diffusion qui étaient le moyen de mettre à exécution les droits de propriété intellectuelle.
qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, les immatériels qui concernent les biens connaissances sont quasiment des biens publics. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de transférabilité, il n'y a pas d'excludabilité, ce qui veut dire que c'est le royaume, c'est l'Eldorado, où le free rider, le passager clandestin, peut évidemment tailler des croupières à ceux qui respectent classiquement les droits de propriété. Ça veut dire que, également, un dernier point, le web et le réseau, si vous voulez, font apparaître un troisième terme. Vous savez, dans la pensée informatique, on aime bien le binaire. C'est blanc, c'est noir, c'est connecté, c'est fermé. C'est vrai, c'est faux. Or, qu'est-ce qu'on a? On a 50 nuances de gris économique. On a des choses dans lesquelles le réseau n'est ni l'État, ni le marché, ni les prix administrés, ni les prix établis de façon concurrentielle. Alors, là, et on appelle ce secteur, si vous voulez, l'apparition des nouveaux biens communs, des nouveaux biens, non pas des communaux, les biens communaux d'autrefois, des anciens communaux, mais les biens communs du numérique. Alors les problèmes maintenant que je vais lister rapidement, la question de l'open source ou des données fermées. Code ou pas code ouvert ou pas ouvrable, open source ou copyleft. Vous collaborez, vous contribuez à différentes plateformes. Qui possède les contenus? Est-ce que, quand vous téléchargez des photos sur Facebook ou Flickr, ces photos sont-elles encore à vous? En détenez-vous les droits de reproduction? 9e point, open data. Il y a une importance croissante des données d'intérêt général sur la santé, sur des tas de choses, la circulation. L'idée générale, c'est que ce qui a été produit à travers la dépense publique devrait être retourné au public pour son usage. Mais est-ce que ça signifie que toutes les données devraient être en open access pour que chacun et que chacun puisse en avoir un usage gratuit? Alors, qui possède quoi et à quelles conditions? Exemple, la SNCF, Google. Je crois que mon ami Henri Verdier va me succéder d'ici peu. Il va vous raconter quelque chose d'étonnant. La SNCF ne gagne pratiquement plus d'argent sur le transport de voyageurs compte tenu des coûts du réseau, des coûts des machines, des TGV, des frais salariaux, etc. Vous savez qu'est-ce qui marche pour la SNCF? C'est la plateforme d'information et la billetterie. Si toutes les données que la SNCF doit rendre publiques, sont appropriables par n'importe quel grand opérateur, y compris un opérateur qui rendrait une prestation marchande, de type commission, vous savez ce qui se passe? En quelques années, Google devient le plus grand transporteur européen de trains, d'avions, etc. Vous imaginez, là il s'agit d'une disruption qui est un peu plus importante que celle de Uber, dont nous avons parlé bruyamment la semaine dernière. La comparaison, elle est simple. De plus en plus, on vous a dit qu'on est dans des écosystèmes complexes. Les écosystèmes complexes se font concurrence. Mais pour gérer des écosystèmes complexes, fragiles du point de vue environnemental, il faut mettre en place des dispositifs d'appropriation, d'utilisation, des règles de durée. Et Elinor Ostrom, prix Nobel, a montré que pour gérer la ressource halieutique, c'est-à-dire les poissons dans des lacs et des étangs, le système qu'avaient mis en place les tribus indiennes était infiniment supérieur du point de vue de la conservation à des systèmes classiques qui est on va concéder le marché. Alors j'en viens, si vous voulez, à l'opposition entre la loi privée, le droit des contrats, et le droit public, qui est obsolète, tout simplement parce qu'émergent de nouveaux domaines comme les commons. Alors, le big data et l'intelligence artificielle, ce qui est intéressant, c'est de faire émerger des capteurs, mais d'intelligence collective, de tagage qu'on appelle de l'intelligence humaine,
même dans des dispositifs qui paraissent de plus en plus automatiques. Alors, un point que j'évoquerai, qui est très important aussi sur la question de comment on gère les mécanismes, les dispositifs institutionnels, c'est le risque du gouvernement par des algorithmes. L'algorithme, comme vous le savez, c'est secret. Hein, celui de Google est secret et célèbre, mais il y a beaucoup d'algorithmes qui sont célèbres. Et c'est un moyen très facile de préserver le secret. C'est une méthode de garder le contrôle sur la propriété industrielle. Cela dit, quand ces algorithmes appliqués sur le big data se construisent à partir de moyennes probabilistes et se construisent autour des moyennes, on a une sorte de dictature des moyennes. Et ça, c'est très embêtant parce qu'il faut en fait revenir plutôt à des nuances que les mathématiques appellent la logique floue, dans lequel on a à la fois vrai, non vrai et non vrai en même temps. Alors, c'est une perspective, là j'ai presque fini sur mes points. Un point sur lequel je voudrais insister fondamentalement, c'est qui dit Eldorado, nouveau continent des externalités, la pollinisation qui est à portée de main. Songez que quand les GAFA prélèvent astucieusement 10%, mettons des 940 fois la pollinisation, l'économie de l'output humaine, ils arrivent à réaliser des performances économiques extraordinaires. C'est un peu comme la découverte, effectivement, d'Eldorado. Et quand on dit ça, comment ça s'est passé, l'Eldorado, qui s'appelait les Amériques? Eh bien, on a cru que c'était une terre vierge. Terre vierge, terra nullius, tabula rasa, sur laquelle tous les comportements sont permis. Et évidemment, c'est le vieux principe colonial. Les Amérindiens n'avaient pas de droit de propriété, c'est-à-dire que leur faisceau de droits n'était pas construit comme le nôtre, en particulier chez nous, la transférabilité intégrale, ce qu'on appelle l'aliénabilité de la propriété, qui est pleine et entière dans la propriété privée, n'existait pas, mais il existait des règles d'usage, d'accès, de conservation, si vous voulez, tout un droit de suite. Et donc, les puissances coloniales sont arrivées à dire il n'y a pas de titre de propriété écrit privé? Non. Eh bien, s'il n'y en a pas, les Indiens n'ont pas de droit et on installe des colons à la place. Ce qui est très important, c'est que ce principe a été annulé depuis 20 ans. Il est annulé par toutes les cours suprêmes de tous les grands pays. Et attention à une chose, ça veut dire que ça a ouvert le droit à des droits des Indiens qui avaient été expropriés, ça a ouvert des droits des tribus indiennes ou des peuples premiers sur des ressources, etc. Des droits de propriété qui sont de sérieux obstacles à des gens qui en avaient fait fi pendant des siècles. Et attention, l'open source pourrait être notre terra nullius. Point 15. Je veux attirer l'attention avant une remarque méthodologique par laquelle je terminerai. Le point 15, c'est le caractère dangereux d'un nouveau type de clôture, de connaissances et d'accès à l'information, c'est-à-dire la législation sui generis sur les banques de données. La digitalisation, la numérisation, ça crée des données. L'interconnexion des objets, ça crée des données. Ces données sont conservées et pour protéger ce que je vais appeler des banqueurs de données, qui sont les vrais banquiers, rassurez-vous, les banques vont subir une énorme cure d'amaigrissement par le numérique, mais en revanche, on voit progresser de nouveaux banquiers, c'est les banquiers de données. Or, ceux-ci se voient concéder 20 ans de protection, un droit de propriété intellectuelle qui est renouvelé à chaque investissement en capital pendant 20 ans, c'est-à-dire un droit quasiment éternel sur les données. C'est fondamental. Aujourd'hui, toutes les communes en France s'aperçoivent que quand elles veulent passer à la numérisation et qu'elles veulent savoir quel type de licence elles choisissent, elles se retrouvent avec des boîtes presque toutes américaines, parce que les Américains nous ont devancés là-dedans, et s'est installé un droit sui generis sur lequel il faudra revenir. Enfin, dernier point. Il faut absolument, dans la situation complexe que j'ai décrite des droits de propriété intellectuelle, qui deviennent des questions fondamentales, il faut que nous tournions notre attention vers l'innovation juridique qui trouve de nouvelles formules, au lieu de s'appuyer aux trois vieilles
que sont le brevet, le droit d'auteur et la marque, il faut essayer de traduire dans des accords, et il y a certains cabinets juridiques qui commencent à le faire, comme Bamboos and the Bees par exemple, voir comment on traduit la coopération, le care, la confiance, les partenariats. Ça peut être des montées au capital, ça peut être différentes formes, mais pas forcément le vieux système des IPR. Et le nouveau continent des externalités positives ne peut pas être un terrain d'aventure pour des gens qui font cavalier seul dans un Far West nouveau. Il faut donc proposer une innovation à la fois en termes de droit des contrats et en termes de droit public. Il faut redéfinir ce qu'est l'activité, le travail, l'emploi. Ça nous pète à la figure avec Uber la semaine dernière. Et il faut effectivement redéfinir la protection sociale, le niveau de revenu, et probablement protéger, diffuser les conditions pour que prospèrent des intangibles de niveau 2, c'est-à-dire ceux qui sont la condition d'une bonne pollinisation humaine. Merci. Merci beaucoup.